Nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et vous écoutez la 5e émission spéciale consacrée au tout nouveau Canon EOS R6 III de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour la dernière émission spéciale de la saison 11 du podcast, on a le plaisir de recevoir Canon pour parler de leur nouveau boîtier très attendu, l'EOS R6 Mark III. Avec Jackie Carré de Canon France et le photographe Jean-Baptiste Lyotard, nous allons tout vous dire sur ce nouvel appareil qui, on va le voir, est la définition même de la polyvalence, aussi bien en photo qu'en vidéo. Eh ben c'est parti, 5e émission spéciale quand même, tout de même, de cette 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien. On a affaire là à un boîtier très attendu, important, sur un segment qui en général fait les yeux doux à beaucoup de photographes experts, passionnés. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Et on a le plaisir de retrouver Canon dans notre studio en la présence de Jackie Carré, qu'on entend très régulièrement sur notre podcast, souvent au travers de capsules. Mais là, c'est cool, on t'a avec nous pendant 2 heures dans notre studio. Salut Jackie, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Arthur et bonjour Benjamin. Donc, ravi d'être présent en live cette fois-ci sur le plateau de Faut pas pousser les ISO. Et on accueille aussi Jean-Baptiste pour la première fois tout au long de cette émission. Salut Jean-Baptiste, comment ça va ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien. Alors, je vais commencer les présentations. Jean-Baptiste, tu es photographe professionnel indépendant spécialisé dans le sport et la nature. L'une de tes spécialités est la photo de VTT, une discipline qui te tient particulièrement à cœur et que tu as longtemps pratiquée à titre personnel. C'est d'ailleurs à la suite d'un accident que tu te lances dans la photographie, d'abord en autodidacte. Tu as développé tes connaissances en suivant une formation de type BTS à Lyon et as travaillé comme photographe pour Commensal ou Bicycle de 2016 à 2023. Tu es une véritable référence dans ce domaine et tu travailles avec des athlètes, des marques et des médias internationaux. Tu as réalisé un beau livre intitulé Climax qui regroupe 70 de tes plus belles photographies. Tes images de sport sont représentées par la galerie Jean-Denis Walter. Tu as notamment travaillé sur le lancement du nouveau Canon EOS R6 Mark III, un boîtier très polyvalent qui, on va le voir, a de très bonnes aptitudes à la photo d'action. Alors, Jean-Baptiste, l'action, le sport et particulièrement le VTT, c'est donc une véritable passion pour toi ? Oui, exactement. Moi, comme tu l'as très justement dit, j'ai commencé par le vélo au tout début. Quand j'étais adolescent, je faisais du vélo et puis je me suis mis petit à petit à l'image et à la photo. Et donc, c'est resté quelque chose, une très grande partie de mon travail en tout cas, est dirigée dans le sport et le vélo, quoi. Et on peut inviter nos auditeurs à aller consulter ton livre Climax, tu l'as cité Arthur, édité par un certain Alexis Berg aux éditions Mons. Un livre magnifique où on voit tout ton sens du graphisme, de la composition. Vraiment, c'est un petit bijou. Et du coup, c'est quoi tes boîtiers de production et peut-être tes optiques de prédilection quand tu fais de la photo de VTT ? En règle générale, j'utilise donc un Canon R3 pour la plupart de mon travail, mais ça m'arrive d'avoir un boîtier un petit peu plus léger, un petit peu plus compact dans certains cas de figure, et aussi un boîtier entre guillemets de secours qui est un Canon R5 que j'ai depuis quelques années maintenant. Et là, en ce moment, à l'heure où on se parle, j'ai le fameux R6 III avec moi pendant mon voyage à l'île de la Réunion et que j'ai commencé à utiliser aujourd'hui. Est-ce que tu bosses toujours autant avec des drones pour piloter des flashs à distance ? Raconte-nous un petit peu, parce qu'on va rentrer plutôt dans le cœur de la machine, on va parler technique, on va parler boîtier, mais raconte-nous comment tu gères la lumière sur le terrain, parce que c'est quelque chose d'assez particulier qui caractérise bien ton travail. Oui, c'est vrai que, comme l'a dit Arthur, effectivement, j'ai aussi des optiques de prédilection, mais j'ai aussi des accessoires.
Et comme tu le dis très justement, j'aime bien utiliser des drones pour justement «suspendre» entre guillemets des lumières, dans les airs et avoir cet éclairage un petit peu dramatique qui vient du dessus. Donc ça peut m'arriver d'utiliser, soit des lumières continues, donc des panneaux LED, des choses comme ça, ça m'arrive aussi de mettre des flashs dessus et de les accrocher de manière un peu artisanale. C'est pas des très gros drones, hein, c'est des petits drones et voilà, bon ça arrive que ça se passe pas toujours bien, mais en tout cas ça permet, Quand tu dis ça, tu parles par rapport au drone? oui, 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 bien sûr. Non, non, aucun flash n'est abîmé, jamais. Ah, ils Les sont très maltraités solides sur tes tournages. Ouais. Jackie, est-ce qu'on peut faire un rapprochement en termes de position dans la gamme et en termes d'usage entre ce qu'était les O6D2 à l'époque et ce qu'est aujourd'hui le R6 III, ou est-ce qu'on est total hors sujet? Ah, je dirais pas hors sujet, hein, parce qu'on est quand même sur, le 6D2, c'était un boîtier plein format, qui était réservé, on va dire, aux experts passionnés. Sauf qu'il était, en relativement limité au niveau des caractéristiques de cadence de prise de vue, d'autofocus, où on était un petit peu, en retrait. Le R6, Mark III, enfin la série R6 en l'occurrence, c'est vraiment un pas en avant, sur plein de critères, hein. C'est des produits qui sont beaucoup plus, enfin qui font plus de choses. Sur un 6D Mark II, l'action, le sport, typiquement ce que fait Jean-Baptiste, c'était pas vraiment adapté. Mmh. Par contre, le R6 III, lui, il a cette caractéristique, avec la cadence, l'autofocus, où il surpasse totalement, la série 6D. Là, il y a vraiment un gros gap. Un R6, c'est plutôt, à l'époque, si on parle des caractéristiques, plutôt un EOS 5 maintenant, d'accord? Ok. Ouais, même, je dirais que si on se réfère à l'époque des réflexes, c'est un croisement presque entre un 7D Mark II, qui à l'époque était, bon, APS-C, mais pour la vitesse, mais qui était un petit boîtier pro tellement il était bien construit. Un 5D Mark IV, qui était à 30 millions de pixels, puisque désormais on va voir en détail, la définition augmentée. Et effectivement, cette série, 6D, plus pour l'ergonomie, on va dire. Voilà, plus, peut-être, facile à prendre en main. C'est un peu ça. C'est vrai que par le passé, on avait donc des produits, le 5D, le 6D était un petit peu en dessous, mais il était quand même limité dans plein de domaines, hein. C'est ça. La cadence, je ne l'ai pas en tête, mais c'était quelques images par seconde. L'autofocus, c'était pas sur la surface du capteur, c'était quelques collimateurs. Il y avait plein de choses où on était quand même en retrait. C'était pas vraiment un boîtier, expert, c'était plutôt pour un passionné qui voulait se mettre Bah, c'est au ça, plein format. c'était la porte d'entrée du Voilà. plein format, hein. Ça, Qui est c'est- aujourd'hui le R8. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt maintenant le R8 qui reprend des caractéristiques similaires, même si le R8 est supérieur au niveau de la cadence. Mais c'est vraiment la porte d'entrée, le premier pas dans le monde du plein format. Le R6 Mark III, en l'occurrence, là, c'est vraiment un pas en avant. On se rapproche des caractéristiques d'un boîtier pro. Typiquement, Bah, du R3. voilà, Jean-Baptiste utilisait un R3. L'autofocus du R6 Mark III, en l'occurrence, bah, ça reprend quasiment toutes les caractéristiques de celles du R3. Bon, le R6 III, c'est donc le cœur de gamme du système R. Et j'imagine que ça va être un appareil particulièrement stratégique et important pour vous. Là, c'est tout à fait. C'est vraiment le produit qui est au centre de la gamme du système EOS R. C'est à la fois un produit qu'on appelle volumique et de valeur. Il accumule, c'est pas comme un R50 qu'on va dire qui est dans le volume, mais dans des prix très accessibles, ou un R5 ou un R1 qui sont des produits avec des belles caractéristiques, une belle valeur, mais qui font moins de volume. Le R6 Mark III, il va remplacer dans le top vente le R6 II qui reste au catalogue, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le hit list. Depuis 3 ans, le R6 Mark II, c'est le produit qui est en tête des ventes. Une fois c'est lui, une fois c'est un autre, mais c'est toujours lui en valeur qui lead le marché. Tu sais combien il y a déjà de R6 et de R6 II en circulation? Non, j'ai posé la question, j'ai pas réussi à voir la formation. Merci pour cette question. C'était certainement trop confidentiel. J'ai pas la réponse détaillée sur ce sujet. Bon, en tout cas, on sait qu'il y en a beaucoup. Est-ce que, par exemple, les utilisateurs, ils suivent le cycle de renouvellement de cette famille R6? On a eu le premier modèle en 2020, le second modèle en 2022 et aujourd'hui, fin 2025, le troisième modèle. Alors, c'est pas systématique, hein. Beaucoup de gens sont encore avec un R6 première génération. Par contre, là, autant il y avait un gap qui était relativement léger, hein, sur le R6 première génération et seconde génération, on passait de 20 à 24. Ouais. La différence, elle se faisait plutôt sur l'ergonomie qui était quand même plus aboutie, puisqu'on avait, entre guillemets, corrigé les premiers
les premières remarques qu'on avait eues sur le R6 et le R5 qui sont sortis en même temps en 2020, surtout au niveau de la F, enfin la prise en main était quand même bien meilleure. Là, on a un vrai gap maintenant, que ce soit en vidéo bien sûr, mais également au niveau de la définition et ça, c'était une demande parce que quand on a lancé le R6 Mark III là, on s'est appuyé sur une étude auprès des utilisateurs de R6 II et R6, donc sur plus de 1000 utilisateurs et ils voulaient garder donc cette vitesse, cet autofocus, mais ils voulaient un petit peu de définition. C'était quand même une remarque récurrente, une montée en définition, surtout pour certains domaines. Surtout que vous saviez le faire, je l'ai cité tout à l'heure, mais le 5D Mark IV, qui était le dernier 5D, proposait cette définition intermédiaire et si intéressante pour la polyvalence de 30 millions. Parce que autant aller vers 45, parfois ça peut effrayer, 24, bon, maintenant c'est courant. Là, avec 33, on commence à toucher vraiment au compromis un peu idéal. Bon, on va le voir dans les faits. Bon, en tout cas, évidemment, c'était un boîtier qui était très attendu. Et pour s'en rendre compte des attentes et de l'engouement qu'il y a eu autour de ce nouvel appareil chez les photographes et les vidéastes, on vous propose d'écouter le témoignage de quelqu'un qu'on connaît bien dans ce podcast. C'est Romuald Catoir de la boutique spécialisée Camara Lille. Il revient il y a quelques jours, quelques semaines du festival de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der où le R6 III était un peu au centre de l'attention de nombreux photographes. Alors oui, Montier-en-Der, effectivement, c'était la possibilité de faire l'acquisition d'un R6 Mark III, mais surtout la possibilité de l'essayer en direct. Il n'était pas au salon de la photo, ce boîtier. Alors les retours, allez, c'est du Canon, c'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur qui est en train de se mettre en marche, hein. On va pas se mentir, ce boîtier était extrêmement attendu. Il répondait aux attentes des photographes. Donc, il s'est tout de suite posé comme étant une évidence. Voilà, donc les photographes voulaient une définition supérieure pour avoir un meilleur crop dans le cadre de la photo animalière. Ils attendaient des fonctionnalités vidéo un petit peu plus poussées, le prédéclenchement, etc., etc. Et finalement, ils ont tout eu. Donc, on va pas se mentir, c'est un boîtier sur lequel il va falloir compter dans les 2 ou 3 prochaines années. Et le lancement a été assez fulgurant. Le R6 III, effectivement, il a fait switcher des photographes qui étaient encore équipés en R6. Cette frange de photographes qui saute une génération pour deux pour avoir un vrai gap technologique. Donc là, ils sont pleinement satisfaits. J'ai rencontré beaucoup de photographes également qui en ont profité pour remplacer leur R6 II qui était un boîtier, un second boîtier, un boîtier de backup. Souvent, ils sont équipés de R1, R3, R5 Mark II. Et puis le R6 II, maintenant transformé en R6 III, devient le second boîtier aux performances très intéressantes, exceptionnelles même, hein. On met en face un R3 sans aucun problème. Et puis, avec d'autres atouts qui viennent compléter un R5 Mark II, une moindre définition, une montée en sensibilité meilleure, un boîtier compact, léger, à tout faire. C'est un boîtier qui s'adresse à beaucoup de monde. Il est pas, il est ultra ciblé dans la largeur en réalité. C'est un boîtier qui va plaire à énormément de monde. Le rapport qualité-prix est incroyable. Même le rapport performance-prix en réalité est vraiment incroyable. C'est un boîtier qui peut absolument tout faire, sur lequel on peut compter. Sur les performances pures, moi ce que je remarque toujours avec Canon maintenant depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a une telle confiance en la marque que les photographes n'attendent plus les tests pour acheter le produit, quoi. Ils savent que ça va marcher tout de suite. Ça, il y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre, qui ont cette aura-là. Et ça, on l'a vu dès le jeudi matin, quand les R6 sont arrivés, et même avant, hein, puisque je les ai eus un peu plus tard dans la journée. Romuald, le R6, tu vas l'avoir? Oui, tu le mets de côté, je repasse. Donc ça c'est vraiment assez incroyable. Et puis, chose étonnante, le R6 Mark III, il soutient son petit frère, le R6 Mark II, qui grâce à son repositionnement de prix, devient aussi une excellente affaire. Donc on a vraiment une couverture de gamme aujourd'hui chez Canon qui permet à tous les photographes de trouver chaussure à son pied.
Bon, du coup, ce R6 III, il est disponible, Jackie? Oui, il est disponible, hein, donc Romuald, il a un peu tout dit quand même. Non, mais on va rentrer un peu dans le détail, Ah, hein, quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'on l'entend souvent aussi, c'est qu'il est bon, Romuald. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, ça me va très bien. Non, non, bien sûr, il est disponible justement depuis Montier-en-Der, depuis le 20 novembre, et il est disponible dans tous les magasins maintenant. Ouais, enfin, attends, il est disponible ou on peut le commander ou il commence juste à arriver? Alors, Voilà. il est disponible. Alors, effectivement, il y a une grosse, grosse demande, comme l'a précisé Romuald. Mais sur ce lancement, on a eu une très belle allocation Ok. de l'Europe. On n'a pas été aussi contraint que sur certains lancements. Par exemple, typiquement un R7, quand il était sorti, ça avait été compliqué pendant plusieurs mois, hein, même une demi-année, même plus parfois. Là, on a une belle allocation de départ. Alors, effectivement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais celui qui s'y prend assez tôt, je pense il doit réussir à trouver un produit. Ce qui est super intéressant, c'est ce que dit aussi Romuald vis-à-vis du R6 Mark II, qui reste au catalogue et qui du coup va devenir encore plus abordable qu'il ne l'est, alors qu'on trouve aujourd'hui des tarifs déjà super intéressants. Bon, on sort de Black Friday aussi, donc ça Ouais. fausse peut-être un petit peu la perception. On va le trouver à quel tarif? Alors, actuellement, il est à moins de 2 000 €, hein, donc il est à 1 999 €. Ça va rester un certain temps en décembre. On verra l'année prochaine, mais il va rester donc à un prix très compétitif, hein, aux alentours des 2 000 €. À savoir que le R6 III, lui, reprend le prix du R6 II à son lancement, Oui. donc 2 899. Donc on a quand même quasiment 1 000 € de moins sur un produit qui reste quand même très, très, très bon au niveau des caractéristiques, hein. C'est un très bon produit au niveau de la cadence, la sensibilité, hein, 100 000 ISO. C'est un super produit qui marche très bien et qui, quelque part, il va trouver sa place avec une définition moindre, un prix également inférieur, et il a toute sa place dans la gamme puisqu'il propose la stabilisation, enfin plein de choses comme ça, qui sont intéressantes pour les photographes experts. Et le R6 III, vous allez le proposer dans des kits, j'imagine, Ouais, aussi? il va y avoir 3 kits, enfin 2 kits en plus du boîtier nu. Il y a un kit 24-105 f4 classique en série L, et un kit, avec également un autre standard, un 24-105 4.5.7.1, un peu plus grand public. Donc on propose 2 kits, pour l'instant. C'est déjà pas mal, c'est même très bien d'avoir 2 kits plus le boîtier nu. Bon. Allez, on va partir à la découverte de ce nouveau boîtier par l'usage et on va commencer avec toi, Jean-Baptiste, évidemment, par ton domaine de prédilection, à savoir la photo d'action outdoor, avec des raisonnements qui sont souvent d'ailleurs aussi applicables à la photographie animalière. Tu as participé au lancement de ce boîtier avec Canon et tu as donc eu la chance de le tester sur le terrain en avant-première. Alors, première question, c'est quoi tes premières réactions à chaud ou à tiède là du coup? Parce que ça commence à remonter un peu. Je me suis tout de suite senti à l'aise sur le boîtier, en tout cas. Venant d'un R3, comme l'a dit Jackie, j'avais un petit peu peur de tout ce qui était autofocus à la base. Je me disais: «Bon, on est quand même sur une gamme qui est censée être en dessous». Hem et ayant un R5, de première génération aussi à la maison, c'est un boîtier que j'avais quand même un peu de mal à utiliser quand j'utilisais le R3 à côté parce que, technologiquement, il était quand même, un petit peu derrière, même si le capteur était excellent. Mais là, sur le R6 III, je me suis vraiment retrouvé, on retrouve tout forcément l'ergonomie d'un boîtier Canon, donc les boutons sont à la place à laquelle on les attend, les menus sont clairs et l'appareil, il tient bien en main. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. J'étais habitué à un boîtier un petit peu plus gros, mais au final, le format un petit peu, plus poche, a des avantages aussi et en tout cas, au niveau des caractéristiques, je venais de 30 images par seconde, j'arrive sur 40. L'autofocus est presque le même. Hem, voilà, la définition est supérieure. Donc en fait, dans la majorité des cas, je me suis retrouvé sur un boîtier qui était complètement similaire, voire au-dessus, de celui que j'avais et après voilà, on retrouve, parfois, dans certains scénarios, notamment en basse lumière et tout ça, on a des performances du R3 qui sont un peu supérieures, mais ça reste quand même extrêmement raisonnable. Oui, puis là, tu parles de la cadence. Il y a quand même un phénomène qui est super important en même temps que la cadence, c'est le buffer, quoi. Grâce à l'apparition de la carte CF Express, ça augmente. Donc là, tu, tu l'as senti ça sur le terrain aussi, que tu avais un petit peu plus de marge à ce niveau-là? Ouais, tout à fait et c'est vrai que en plus, c'est un paramètre pour lequel moi j'ai pas trop l'opportunité de m'en inquiéter avec le R3. C'est vrai que, Oui, là, je parle par rapport au R6.2, pardon. ouais, alors par contre le R6 II, je l'ai pas eu en main. Mais, mais le R6 III en tout cas oui, il est clair que, pendant le shooting qu'on a fait du lancement, je me suis pas retrouvé à avoir un buffer qui ramait ou quoi que ce soit.
j'avais pas forcément besoin de beaucoup plus. Jackie, sur, cette nouvelle itération du R6 au niveau de la rafale, mis à part, voilà, cette augmentation du buffer, finalement, on a les mêmes performances qu'avec votre boîtier le plus haut de gamme, quoi, Ouais. 40 images par seconde. Bon, c'est déjà hyper important, mais c'est pas plus rapide que sur le R6.2. Du coup, bon, on s'arrête là ou un jour on pourrait imaginer Euh, aller plus haut encore, quoi? alors 40 images par seconde, c'est déjà beaucoup. Après, il faut, Même le R8 fait 40 images par seconde, hein, après, faut au rappeler. niveau de l'édition, du tri, il y a également un travail à faire. Donc, 40, c'est à réserver à certaines situations, hein, c'est pas systématique. Mais c'est vrai, comme disait Benjamin, le buffer a bien progressé, hein. On l'a doublé, on est à plus de 150 images en RAW sur le R6.3, alors que les fichiers sont plus importants et plus lourds, puisqu'on est à 32 mégapixels. Et en JPEG, je crois, on est à près de 350 images. Donc, et j'en discutais une fois avec, il n'y a pas longtemps, avec Jean-Baptiste. Quand il fait des séquences de prise de vue avec des descendeurs, enfin des pilotes même, en VTT, c'est des pilotes. Mmh. Ouais. Par le passé, parfois, quand, quand Jean-Baptiste ne réussissait pas la photo, on ne savait pas trop si c'était le pilote ou Jean-Baptiste. Maintenant, avec une cadence à 40 images par seconde, ben, on sait ce qui s'est passé. Et Jean-Baptiste me disait 40 images par seconde, je sais, je peux trouver la situation, enfin la position du pilote que je recherche. Donc ça, c'est important. Mais au-delà même de la rafale, est-ce que c'est finalement pas la fonction de prédéclenchement qui est la plus importante, une de celles qui étaient les plus attendues sur ce boîtier-là? Alors oui, alors le prédéclenchement, ça, c'est au niveau de l'ergonomie de l'usage. Il y a un grand changement par rapport à tous les autres produits, puisqu'on pour la première fois, on peut, on propose le prédéclenchement avec un raccourci. Et donc ça change la donne vraiment au niveau de l'usage. Avant, il fallait passer par les menus, donc c'était un petit peu long. Ou alors il fallait faire un menu personnalisé, un C1, C2, mais c'était une molette, c'était compliqué. C'était pas si ergonomique que ça. Là, sur le R6.3, tu appuies sur, par exemple, le bouton REC que tu n'utilises pas en vidéo, tu mets la fonction prédéclenchement et tu l'actives tout de suite. Et pour un photographe animalier, bah, on en a parlé à Montier-en-Der, typiquement, c'est très important parce que quand ils sont à l'affût, typiquement sur les oiseaux, hein, ça, c'est vraiment la caractéristique sur laquelle on peut l'utiliser. Ils attendent que l'oiseau s'envole pour Mmh. l'avoir en train de se Ouais. déployer. Et là, il faut vraiment être dans l'instant. Et malheureusement, l'attention, enfin, l'affût, c'est des heures et des heures de patience. Et on patiente 1 heure. Et malheureusement, le martin pêcheur, il s'est envolé, on l'a raté, quoi. Donc ça fait 2 heures qu'on est là pour attendre le moment fatidique et on le rate. Et le prédéclenchement, avec ce raccourci, bah, permet d'aller chercher. Et surtout, c'est l'ergonomie qui est vraiment importante. C'est j'appuie sur une touche, il est enclenché, j'en ai pas besoin, j'arrête, d'accord? Mmh. Parce que derrière, si on est toujours enclenché, il y a le buffer qui se charge, il y a un peu de latence qui va apparaître. Donc c'est vraiment, au niveau de l'usage, un changement, pas fondamental, mais très important. Jean-Baptiste, toi, c'est important cette, nouvelle technologie dont l'aspect philosophique est un peu discutable, je trouve, en photographie. Tu t'en sers ou bon, c'est un gadget, de toute façon, toi, tu sais quand est-ce qu'il faut déclencher? Moi, je fais, beaucoup de shootings, on va dire commerciaux ou, de shootings, d'aventure, tout ça, où je sais un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire, je sais quand mon pilote va arriver, c'est moi qui lui dis Tu de un vrai, partir la toi. plupart du temps. Donc, Ah, c'est pas un là-dessus martin pêcheur, hein. non. Par contre, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur de l'événementiel et là, effectivement, ça arrive, par exemple, qu'on ait 3 pilotes à suivre sur, 100 et en fait, bah, par exemple, ça évite de surcharger une carte si on a juste à appuyer à moitié sur le déclencheur et seulement déclencher une fois qu'on voit que c'est le pilote qu'on a à suivre. Je pense que c'est un gros avantage, ça évite de surcharger des Mmh. cartes de tout le monde, quoi. Mmh. Alors, on va maintenant évoquer aussi les performances, autofocus de l'appareil, un aspect fondamental en photo d'action, également. Et pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'Éric Médard, photographe animalier qui a pu tester, l'appareil lui aussi sur le terrain. Il nous souligne à quel point les progrès, d'une manière générale, hein, au niveau de l'autofocus de ces dernières années, ont littéralement changé sa manière de procéder pour photographier les animaux en mouvement. Oui, alors donc Canon a pu me prêter un nouveau R6 Mark III là pendant une petite semaine pour que je teste ce nouveau boîtier et en particulier l'autofocus.
Et il se trouve que, j'ai trouvé, en tout cas moi, mon élément de référence, c'est le Canon R3 que j'utilise au quotidien. J'ai trouvé que l'autofocus était un petit peu plus, réactif peut-être et surtout qu'il accrochait mieux le sujet, qu'il trouvait mieux les sujets que le R3. Alors c'est pas une différence, énorme, énorme, mais quand même j'ai trouvé que c'était assez sensible et donc de ce point de vue-là, le R6 Mark III a l'air d'être, vraiment, vraiment très efficace. Et en dehors de ça, j'ai pas énormément trouvé de différence au niveau des paramétrages. C'est à peu près similaire. On retrouve les mêmes paramètres de vitesse de décrochage du sujet, les mêmes paramètres de, réactivité de l'autofocus. Donc là, on n'est pas perdu, même s'il faut quand même aller, bien sûr les choisir ces paramètres-là pour, les adapter à la prise de vue du moment. C'est-à-dire moi, en tant que photographe animalier, je suis toujours dans des environnements chargés, des environnements difficiles. Là, par exemple, je l'ai testé sur des sauts d'écureuils dans une haie et donc il y a toujours des branches, il y a toujours un fond qui est assez présent, il y a toujours des éléments que l'autofocus peut confondre avec mon sujet. Donc j'ai remarqué qu'en automatisme complet, il fonctionnait plutôt bien quand mon écureuil était pas derrière les branches. Après, sinon j'étais obligé quand même de moi je travaille beaucoup par détection dans des zones. C'est-à-dire que je définis une zone horizontale ou verticale ou carrée dans laquelle je vais demander à l'autofocus d'aller chercher mon sujet et de l'autoriser à sortir de cette zone. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé le sujet dans la zone que je lui ai prédéterminée, donc ça va aller de ce point de vue-là assez vite puisqu'il va pas avoir besoin de chercher sur l'ensemble de la zone mon sujet. Il va juste le chercher dans cette petite zone prédéfinie et je lui donne l'autorisation d'en sortir de façon à avoir le suivi notamment de l'écureuil lorsqu'il va sauter. Donc là, l'autofocus sait qu'il peut sortir de la zone pour continuer à suivre le sujet. Mais c'est vrai que cet autofocus est devenu tellement, tellement performant aujourd'hui qu'on peut presque l'oublier et se concentrer vraiment sur notre sujet. C'est le cas quand mon écureuil saute, c'est que du coup, une fois qu'il a attrapé mon écureuil et qu'il sait bien ce qu'il doit trouver comme sujet, à partir de là, je m'en occupe plus et je n'ai plus qu'à suivre mon écureuil pendant le saut, sans me préoccuper de savoir si l'autofocus va être net ou pas net, parce que de toute façon, la mise au point sera quasiment toujours parfaite. Bonjour Baptiste, c'est pas des écureuils qui sautent, toi, que tu photographies, c'est des pilotes qui sautent avec leur vélo. Est-ce que tu as le même ressenti que Eric à ce niveau-là? Ouais, tout à fait et j'avoue que je fonctionne aussi un petit peu comme lui. C'est-à-dire que je cadre souvent une zone plus ou moins grande en fonction de là où arrive le vététiste dans le cadre et effectivement, en plus, donc l'appareil suit les animaux, mais il suit aussi les humains évidemment et il traque les yeux et ça m'arrive d'avoir des pilotes qui ont des casques où on voit leurs yeux, leurs lunettes et cetera et je l'ai remarqué en tout cas pendant le shooting de la pub de lancement où, bah, c'est vrai que c'était quasiment infaillible. Je me rappelle pas avoir eu vraiment, même en scénario de contre-jour, vraiment des difficultés à suivre et effectivement, on en oublie, ce qui pouvait être par le passé un problème ou une galère à certains moments, où on ratait des photos à cause d'un autofocus qui patinait et qui marchait pas bien et ça avec un petit peu toutes les optiques que j'ai, donc que ce soit des optiques portrait ou des optiques, on va dire plus adaptées au sport. En tout cas, c'est comme ça qu'on raisonnait au temps des réflexes et aujourd'hui avec n'importe quelle optique, j'ai pas eu trop de problèmes, quoi. Et comment tu le paramètres, sur le terrain, l'autofocus en iServo? Alors moi, je fonctionne souvent dans le mode automatique au final, parce que j'ai très peu des situations compliquées, où je vais avoir, bah, le pilote est souvent sur une piste qui est, sur une piste soit dans la forêt, mais au final où on le voit arriver de loin, heu, ou alors en extérieur, donc là où vraiment en fait, l'appareil va pouvoir fonctionner, facilement. Ça m'arrive d'avoir des situations un petit peu plus compliquées, mais parfois je passe aussi en manuel, quand c'est vraiment trop chargé ou des choses comme ça pour me concentrer uniquement sur le cadrage. Jackie, on retrouve pas la fameuse puce, hein, la Digic Accelerator et donc la dernière technologie d'autofocus que vous avez développée, le Dual Pixel Intelligent AF, qu'on retrouve dans les R5 II et les R1. À quel endroit ou à quel moment on va voir la différence avec cette technologie?
Alors, effectivement, on n'a pas repris. Il faut bien quand on y laisser quelque chose pour les pros, hein. Bah, sinon, Donc, ouais. sinon, ils vont tous acheter le R6.3. Donc, c'est important. Alors, je reviens sur ce que dit Jean-Baptiste et Eric. D'ailleurs, c'est deux photographes qui utilisent le même boîtier au quotidien, un R3. Et l'ergonomie du R6 Mark III, elle est très très proche du R3. C'est un Dual Pixel 2 avec un algorithme qui est amélioré versus le R6 Mark II. Donc, il y a une vraie différence. Par contre, on n'a pas la priorité à l'action. Donc, cette capacité dans le sport, on va dire, collectif, à détecter, à détecter le sujet qui est ballon. Avec le R5.2 ou le R1, par exemple, il y a une analyse de l'image globale où on va faire une analyse de la position et de la trajectoire des joueurs ainsi que du ballon et on va associer les deux. Hmm. Et derrière, le R1 ou le R5.2 feront la mise au point sur le joueur qui a le ballon ou qui marque le but ou qui fait le panier de basket. Là, c'est réservé uniquement au R1 ou R5.2, mais il n'empêche qu'avec une bonne maîtrise, on fait la mise au point également dans ces sports collectifs et qu'il faut bien réserver quand même une petite spécificité à ces deux boîtiers qui ont également quelque chose qui est intéressant et qui renforce l'ergonomie, c'est le pilotage AF par l'œil. Ah, tu y vas. Voilà. Parce que j'allais te dire, au rayon des choses gardées, il y a ces deux-là, mais il y a aussi le R3 qu'utilise JB. Justement, je voulais lui demander, JB, si. Enfin, déjà, c'est quelque chose que tu utilises, le pilotage de l'AF par l'œil, parce que moi, perso, pour l'avoir utilisé, et notamment sur le R5.2, j'ai trouvé ça absolument dingue et assez addictif. Et si c'est pas quelque chose que tu aurais aimé voir sur le R6.3, moi, après, on comprend bien, comme le dit Jackie, qu'il faut bien segmenter l'offre aussi. Alors oui, effectivement, ça m'arrive de l'utiliser. Pour de l'action, pas spécialement. Peut-être juste que je ne m'y suis pas entraîné suffisamment, mais en tout cas, là où je trouve un intérêt très grand, c'est par exemple pour les moments un petit peu plus, on va dire, lifestyle, les moments un peu plus documentaires, où je vais potentiellement passer d'une personne à une autre, où il y a deux personnes qui discutent et elles vont pas être sur le même plan. Et là, je vais vouloir faire la mise au point sur une personne puis sur l'autre. Ça évite d'avoir à déplacer un collimateur. Et dans ces cas-là, c'est vrai que je l'active, mais sur de l'action où j'ai un seul sujet, un petit peu moins souvent parce que, encore une fois, très souvent, je sais ce qui va se passer et je suis pas autant dans l'imprévu qu'un photographe de mariage, par exemple, animalier, ou des domaines comme ça où on maîtrise peut-être un petit peu moins de choses. Et pour finir, hein, sur ce point du pilotage de l'AF, il y a une autre petite subtilité que moi j'aime beaucoup sur les boîtiers qu'on a cités. C'est la petite surface tactile sur la touche AF On qui permet de déplacer les collimateurs simplement en l'effleurant en fait. Et là aussi, c'est un choix. Mais bon, du coup, il en reste un peu pour les pros, on va dire, et les R3. Ouais, là, tu parles du contrôleur intelligent, hein, donc ouais, Oui. qui est tactile. Alors sur le R6 Mark III, on a également le toucher déplacé. Quand on a l'œil dans la visée, on peut se servir de l'écran. Oui, de l'écran arrière du coup. Qui est Ouais. pourtant éteint et déplacer de façon très intuitive la zone de mise au point. Puis il y a un truc que vous avez intégré aussi dans cette nouvelle génération, c'est le mode priorité aux personnes. On a donc la possibilité de... Alors je pense au mariage, hein, Ouais. quand même souvent le meilleur exemple pour expliquer cette techno-là. C'est-à-dire qu'on peut demander au boîtier d'identifier et de mémoriser des visages des personnes sur des événements en particulier et dans un contexte de foule ou d'action, il va automatiquement venir faire la mise au point sur les sujets principaux de l'événement. Oui, c'est également une fonction qui a été mise en place pour la première fois sur le R3 et qu'on retrouve sur le R5.2 et sur le R1 et qu'on a mis en place également sur le R6.2. Donc, c'est une fonction qui est très utile pour le mariage, mais également le corporate ou les reportages politiques, des choses comme ça, où il y a une personne qui est plus importante que les autres. Donc, en début de reportage ou la veille, on fait une photo de cette personne. On peut faire jusqu'à 10 personnes avec un ordre de priorité de 1 à 10. Et quand cette personne est dans le champ, elle va avoir la priorité de mise au point. Donc, sur un mariage, forcément, c'est très intéressant. La mariée, on la photographie en début de reportage. Et systématiquement, quand elle sera dans le champ, elle aura la priorité de mise au point sur le reste des convives. Si elle n'est pas là, on passe au marié et ainsi de suite. Et puis, tout à la fin, à la belle-mère. Mais ça, c'est une autre histoire. La Stab aussi, elle est annoncée meilleure sur le R6.3 comparé au R6.2. Donc, c'est une évolution de la pièce mécanique, c'est une évolution des algos. C'est un savant mélange des deux. On est plutôt sur l'algo. Donc là, on a optimisé le centre. On est à 8,5. Ce qui en fait le leader avec le R5.2 et le R1 ont également cette fonction. C'est valable avec quelle optique ça ? Alors, 24-105 f4 24-105 f4, il y en a plusieurs. Alors, je n'ai pas la liste exhaustive en tête, mais beaucoup d'objectifs. Après, sur les bords, par contre, on n'est pas à 8,5. On descend à 7,5.
Après, sur les grands angles, on a également l'optimisation de la stabilisation d'image, hein, pour corriger l'effet wobbling, hein. Vous savez, une sorte de gélatine qui apparaît sur les grands angles. Ça, c'est, mis en place sur les optiques qui ont cette, possibilité-là. Typiquement un 10-20, des choses comme ça peuvent le faire, mais c'est pas systématique sur tous les grands angles, et ça optimise le rendement du stab. Jean-Baptiste, la stable, c'est un truc que tu utilises régulièrement, toi? Ouais, c'est un truc que j'utilise beaucoup, pas forcément, pour les photos d'action, mais c'est vrai que je fais aussi énormément de photos autour et bah, comme on voit un petit peu dans la présentation du R3, au niveau de l'Europe cette année, où, j'ai fait pas mal de photos, bah, quand la nuit tombe ou alors quand le jour se lève et c'est des moments où, même si c'est pas des photos d'action, mais des moments où un peu plus documentaires et où on a besoin, bah, des fois de chercher, on va dire, d'optimiser les réglages pour, laisser les ISO le plus bas possible et bah, des fois descendre, faire des photos à main levée à, 1/10, 1/8 de seconde devient possible, sur des focales comme un 50 millimètres, ce qui en retenant un petit peu son souffle, mais c'est quand même assez impressionnant et ça permet, entre guillemets «d'économiser», la sensibilité du boîtier. Écoute, Jean-Baptiste, je profite que tu es avec nous pour te demander une petite recette. Il y a un type de photo qui fait souvent rêver les photographes de sport amateurs que tu dois maîtriser sur le bout des doigts dans ta spécialité. C'est le filet. Est-ce que tu pourrais nous donner ta recette parfaite pour réussir un beau filet? Ouais, c'est une recette que j'ai peut-être jamais donnée, je crois, jusqu'à présent et elle va peut-être, Ouais, faut jamais dire jamais. et elle va peut-être un petit peu à l'inverse de ce que les gens pourraient attendre. C'est-à-dire, en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est la recette idéale, mais j'aime bien avoir un flou qui est naturel et qui va pas être, influencé par un stabilisateur. Donc en fait, je désactive toutes les aides, à la stabilisation, donc que ce soit objectif ou boîtier et en fait, je vais juste essayer de suivre parfaitement mon sujet. Donc je le traque le plus tôt possible. J'active et il y a une possibilité d'activer un petit repère qui va aussi nous indiquer, la mise au point quand on passe en mode manuel, sur les boîtiers et en fait, je vais essayer de maintenir, mon sujet, la tête de mon sujet dans cette petite boîte le plus tôt possible et le plus longtemps possible et voilà, après il faut aussi, se concentrer sur une action assez linéaire qui va bouger que dans un sens, donc avec le moins de tremblements possible pour l'athlète ou pour le sujet qu'on photographie et après, ben, il faut de la chance aussi. Il y a pas à dire. Il faut des essais, il faut de la chance et un conseil, c'est de s'entraîner sur des choses où on a beaucoup d'essais. Par exemple, sur un événement sportif, que ce soit des voitures, des vélos, des gens qui courent, on va avoir, je sais pas, 1000 essais peut-être pendant une course ou et c'est beaucoup plus simple que sur un shooting commercial où, on a un athlète qui va devoir remonter, à la pédale et passer 1, 2, 3 fois, 10 fois. Ça va dépendre, mais en tout cas, voilà. Moins on a d'athlètes sous la Ouais, je main, pense qu'il moins faut c'est facile. également un peu de talent. Ouais, faut le rappeler, l'IA fait pas tout, quoi. Non. Tout dépend aussi du niveau d'exigence qu'on a, avec le filet et avec le Ouais. rendu, final. Aujourd'hui, on est quand même dans une époque où on voit passer énormément de photos entre guillemets «floues». Moi, je sais que j'aime bien dans mes photos garder un petit peu un pied dans le réel avec un élément net, l'élément principal, heu et c'est ça qui est compliqué, on va dire. C'est d'avoir vraiment le visage net toujours et ou le produit net en tout cas en fonction de l'objectif du shooting. Mmh. Alors, autre aspect qui est hyper important quand on fait de la photo dehors, bah, c'est la qualité de construction du boîtier et la prise en main. Jackie, à quel point le R6 III il peut affronter les pires conditions de prise de vue? Quel est son niveau de protection contre les intempéries? Alors, chez nous, on appelle ça un boîtier tout temps. Donc, c'est pas un boîtier tropicalisé comme peut l'être le R1, qui, par exemple, sur chaque vis, chaque carter, on a un petit joint torique ou un joint qui va le protéger. Là, tous les carters et toutes les boutons, les fonctions sont bien sûr renforcés pour éviter que l'eau ça rentre dans le boîtier et donc ça le rend quelque part étanche au niveau des boutons. Mais on n'a pas l'exigence qu'on a sur un R1 ou sur un R5.2, enfin surtout le R1 en l'occurrence et le R3 où là, vraiment, il y a une attention toute particulière. Chaque, point, entre guillemets, «de montage» est renforcé. C'est pas la même chose sur un R6 Mark III, où là, on a bien sûr quand même un boîtier tout temps, tous les carters, ils sont renforcés avec des petits joints d'étanchéité, mais c'est pas, aussi, avancé et pointu que sur le R1, où là, vraiment, l'exigence est à son maximum.
Par contre, on retrouve un rideau de protection devant le capteur. C'est pas nouveau dans la série, mais c'est quand même important parce que ça permet vraiment de mettre le capteur à l'abri, notamment dans un environnement poussiéreux quand on change d'optique. Ça, c'est un critère qui est important à tes yeux, JB, ou de toute façon, tu y étais habitué, tu l'as sur ton R5, sur ton R3, tu t'es dit, heureusement que c'est là, c'est bien normal. Oui, c'est vraiment un élément en tout cas qui est appréciable. Surtout, moi je shoot énormément avec des focales fixes, donc je suis tout le temps en train de changer d'objectif et comme tu l'as dit, dans des environnements où des fois il pleut, des fois il y a de la poussière, enfin bref, jamais dans un environnement studio quasiment, on va dire. Donc c'est toujours, dehors et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très appréciable. Je le remarque notamment quand je shoot en mode silencieux et que j'oublie, qu'il apparaît pas en mode silencieux, qu'en fait l'intérêt d'avoir ce petit rideau. Et ça, il faut le paramétrer dans le menu. Il faut faire en sorte qu'à l'extinction, le rideau soit fermé. Ça se paramètre dans les menus jaunes du boîtier de mémoire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est en mécanique ou en premier rideau électronique, quand on éteint le boîtier, donc l'obturateur se ferme. Mais quand on est en 100% silencieux, donc on veut qu'il n'y ait pas de bruit, par exemple typiquement dans un reportage où le silence est demandé, eh bien là, il ne ferme pas l'obturateur. Et Ouais, donc il faut bien y ouais, penser c'est vrai, faut à le faire gaffe. sortir, à valider. Niveau ergonomie, Jackie, pas énormément d'évolution entre le R6.3 et le R6.2. La copie était déjà très belle, très aboutie, mais quelques petits points de détail. Alors, au niveau de la prise en main, du form factor, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de différence sensible. Le poids, ça se joue à quelques grammes. L'ergonomie du R6 Mark II était déjà très bonne et très plébiscitée, donc on a repris. Par contre, au niveau des menus, là, il y a eu des changements. Typiquement sur l'autofocus, on a progressé, on a intégré par exemple des menus de R5.2. Donc, on peut bien sûr faire appel à l'IA, typiquement reconnaissance des sujets, détection et suivi sur toute la surface du capteur. Mais parfois, maintenant, il y a des photographes qui veulent s'affranchir de ça, qui veulent travailler, entre guillemets, à l'ancienne. Ils veulent faire la mise au point uniquement sur une zone qu'ils ont choisie. Ils ne veulent pas de suivi, de détection de sujets. Donc, on travaille comme sur un réflexe. Il y a un petit icône avec un cadenas qui dit « pas d'IA ». Et dans ce cas-là, on fera la mise au point sur la zone qu'on a choisie. C'est vrai que l'IA, parfois, peut perturber le choix de la zone de mise au point. Typiquement, si on fait du mariage, je reviens sur ce sujet, si on est en détection de personnes, on fait un plan assez large, on veut faire la remise des alliances, l'appareil, systématiquement, il ira chercher le visage du premier plan. Donc, il ira sur la mariée ou le marié, mais on ne va pas faire mise au point sur les bagues, par exemple, ou sur les mains. Et dans ce cas-là, il faut basculer dans un mode sans IA pour choisir une zone dédiée qu'on choisit précisément. Vous pouvez le faire avant, mais il faut aller dans les menus, choisir quelque chose d'un peu plus complexe, et pas de détection de sujet. Et il y a quand même une zone à choisir. Là, vous avez carrément le petit cadenas, il n'y a plus d'IA. Et donc, ça, c'est quand même plus simple. Également au niveau de la vidéo, mais on y reviendra, je pense, après, il y a quelques nouveautés au niveau d'une lampe Tali, des choses comme ça qui sont très pratiques. Au niveau de l'ergonomie, donc la form factor, c'est la même chose. On a un nouveau grip qui est le BGR20, mais sachez qu'on peut utiliser le BGR10 qui était déjà présent par le passé. Donc on retrouve un form factor qui est quasiment identique. C'est juste au niveau des menus où on a ajouté des choses, ça se rapproche du R5.2. Il y a une page en plus au niveau de la personnalisation. Je dirais que pour rester sur l'ergonomie, il y a une différence donc majeure, mais qui est maintenant inscrite dans la série R6, c'est que volontairement, la molette n'est pas verrouillée. Ça, c'est un point qui est une vraie différence par rapport au R3, R5.2, R1, et qui met finalement ce boîtier vraiment à la jonction des deux univers. Ça, c'est quelque chose qui te dérange pas sur le terrain, JB? La roue, elle bouge pas? Non, j'avoue que, pendant même des années, je me suis un petit peu demandé à quoi ça servait de la verrouiller et Ok. non, c'est pas Ok. c'est Ouais, pas bah écoute. c'est pas quelque chose qui me gêne, en tout cas, personnellement, sur le terrain. J'ai pas non, après, avant, ça m'arrive d'avoir l'appareil un petit peu qui traîne contre moi et cetera, mais bon, je vérifie quand même toujours les réglages avant de prendre les photos, donc j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a trop inquiété. Alors, on va désormais entrer un petit peu plus dans le détail de la qualité d'image qu'il est possible de sortir de ce nouveau R6.3 qui intègre, on l'a vu, un tout nouveau capteur, enfin un nouveau capteur si on le compare au R6.2. Le célèbre photographe et réalisateur, surnommé Fifou, incontournable dans le monde du hip-hop et qui a signé des photos absolument iconiques et des clips cultes, a pu tester le boîtier
et il nous parle de son ressenti. J'ai eu la chance d'avoir de la part de Canon un prêt, du R6, la semaine dernière et c'est vrai que moi, en ce moment, je me retrouve, souvent, sur des tournages, souvent des tournages de clips ou des tournages de campagnes de pub et il faut savoir que souvent ces tournages se font dans des lieux, souvent très sombres, dans des studios, généralement pas trop éclairés, parce que c'est de la vidéo et en vidéo, on peut généralement monter beaucoup plus facilement dans les ISO. Donc c'est toujours un peu un stress pour moi, de faire des photos de plateau, sur des tournages, vidéo et du coup le R6, ça a été une belle, découverte pour ma part parce que, bah, déjà quand tu travailles en low light et surtout en lumière naturelle, je trouve qu'il y a vraiment un step up au niveau de la qualité, de l'image et surtout quand tu montes dans les ISO. C'est-à-dire que je pense que c'est la première fois pour moi, en tout cas en tant que photographe, que j'ai pas eu réellement le stress d'exploser mes ISO parce que, il arrive à capter quand même tous les détails. J'arrive à avoir toutes les textures, comme je le souhaite et et au niveau des fichiers RAW, quand je le passe, directement sur mon ordinateur, c'est quand même un réel plaisir. Il y a légèrement du bruit, mais c'est du bruit assez, sexy, quoi. Quand j'ai commencé, j'étais un peu dans la course de la définition, de la du des millions et des millions de mégapixels, mais honnêtement, ce qui m'intéresse le plus, c'est le mood et le rendu de l'image. Mais moi, dans mon travail, allez 80 du temps, c'est des photos qui me servent essentiellement pour communiquer sur les réseaux, et je fais pas réellement du print, gigantesque, comme les gros 4x3 qu'on peut voir dans le métro ou les affichages, monumentaux qu'on peut voir dans tout Paris. J'ai pas réellement besoin dans mon métier de tous les jours d'avoir, des 50-60 millions de pixels. Maintenant, ce boîtier, je le trouve dans mon travail, ultra agréable dans le reportage photo. Déjà le boîtier, je le trouve, il tient bien en main, que ça soit dans l'ergonomie, et puis surtout il est assez léger, ça reste quand même un plein format, heu et puis aussi autre chose qui m'a marqué, c'est l'autofocus, hem, qui détecte, enfin il a vraiment un suivi, de malade et moi je fais quand même beaucoup de portraits, hem et souvent, bah, sur les tournages, bah, on a cette problématique, surtout en basse lumière quand les sujets sont en mouvement et c'est vrai que j'étais assez, épaté, d'avoir, une définition aussi précise sur les sujets, à basse lumière, quoi. Donc ouais, en reportage, pour moi, c'est vraiment un boîtier idéal, quoi, vraiment. Bon, Jackie, le R6 III, c'est le boîtier de l'équilibre avec cette nouvelle def de 33 millions de pixels. Voilà, c'est complètement ça. Pour moi, c'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre entre la définition, 32 millions de pixels, la sensibilité, 64 000 ISO, la vitesse, 40 images par seconde. C'est vraiment donc le juste choix. Ça permet de travailler dans tous les domaines. Ça va de l'action avec Jean-Baptiste, par exemple, les scènes de nuit, le reportage, le portrait avec Fifou, par exemple, mais également les animaliers, 32 millions de pixels, ils ont encore un peu de marge pour recadrer. Donc vraiment, c'est un produit ultra polyvalent. Ça peut tout faire et c'est vraiment l'équilibre parfait. On n'a pas besoin forcément de 45 millions de pixels ou plus. Derrière, ça fait des fichiers qui sont quand même énormes, hein. Un fichier de 45, ça fait 60 mégas en RAW. Donc après, il faut les sauvegarder, il faut les éditer. Ça pèse un poids. D'ailleurs, en plus, ça a une empreinte carbone également. Tous ces serveurs, ces fichiers qui ne sont pas forcément utilisés. Là, on est sur sur des fichiers qui sont un peu plus de 32 mégas. Donc c'est quand même en RAW, je parle, hein. Donc c'est quand même tout à fait exploitable. Ça encombre pas. La majorité des gens utilisent leur appareil photo pour faire des publications réseau pour l'instant en général. Après, si on veut faire un agrandissement, ça suffit largement. Donc c'est vraiment, ouais, s'il y a une chose à retenir, c'est le juste équilibre entre tous les domaines de prise de vue et également avec la vidéo qui vraiment fait son apparition de façon très puissante sur ce boîtier.
Alors, c'est un nouveau capteur, mais c'est pas la première fois qu'on le voit débarquer cette année, puisqu'il y a eu avant la C50. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la nature de ce capteur-là, qui est délibérément ni empilé, ni semi-empilé. Mais bon, chez Canon, vous faites vous-même les capteurs, Voilà. donc vous êtes sûr de vous? On est sur un capteur FSI, hein, donc c'est capteur Front-Side Illumination. C'est une technologie qu'on maîtrise depuis longtemps, puisqu'on était à l'initiative des capteurs CMOS en photo. Et les caractéristiques de ce capteur, si on parle de rolling shutter, elles sont similaires à ce qu'on On retrouve. parle de rolling shutter. Ouais, c'est similaire à ce qu'on retrouve chez des marques concurrentes qui utilisent du BSI ou du semi-BSI. Le BSI, nous, on le retrouve sur le R5 II et le R1, où là, le rolling shutter est quasiment totalement absent. Mais si on regarde les caractéristiques de ce R6 III, eh bien, le rolling shutter, il est très bon. Il est équivalent à un R6 II qui était sur un produit de 24 millions de pixels. Donc, on n'a pas eu besoin de faire appel à cette technologie nouvelle pour avoir un très bon produit au niveau de la distorsion qui est liée au balayage du capteur. Donc, c'est vraiment, on a une bonne maîtrise de cette technologie chez Canon, avec une belle sensibilité et surtout pas de distorsion. Donc, pas nécessaire sur ce produit de passer sur une technologie plus compliquée. Euh, Jean-Baptiste, la science des couleurs Canon est très réputée. Est-ce que tu observes, toi, des différences au niveau de ce que tu obtiens avec le R6 III comparé à tes boîtiers pro? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que avec un R1 ou avec un R3, quand on prend des photos, c'est pas pareil. Dans le bon sens du terme, j'entends. Hein. C'est discutable, on va dire. Je pense que, en tout cas, moi, là, j'ai fait un shooting la semaine dernière en utilisant en grande partie le R6 III. Et pour le coup, moi, j'édite mes photos donc sur Adobe, donc dans Lightroom. Et j'ai trouvé que l'interprétation des profils de cet appareil-là était plutôt bonne, on va dire, par rapport à d'autres appareils que j'ai pu utiliser, ou même peut-être par rapport aux fichiers du R3. Je ne sais pas s'il y a une différence, mais en tout cas, j'ai l'impression que les couleurs sont un petit peu plus vives quand même. Parce qu'au final, les couleurs, ça reste quand même c'est une science qui est compliquée, puisque en fonction on va dire que pas sur des écrans calibrés, mais quand même pour la plupart des gens, en fonction des conditions de lumière, des écrans, des supports, même jusqu'au papier, quoi, au final, c'est quelque chose qui va varier. Et donc c'est évidemment quelque chose de très important. Mais en tout cas, j'ai pas constaté que les couleurs du R6 III, elles sont différentes, quoi. C'est pas quelque chose qui m'a du tout frappé. Et en tout cas, je trouve ça assez similaire avec le R3. Je remarque pas une grande différence. Ouais, on insiste souvent sur la couleur ou sur l'autofocus. Ces derniers temps, dans l'émission, on a reçu des photographes comme Jean-Michel Krief ou Thomas Nicolon, qui ont aussi beaucoup parlé de la gestion de l'exposition du R3, qui est vraiment remarquable, ou du R1 par rapport au premier R5. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, ou qu'est-ce que tu aurais peut-être remarqué, JB, dans ce domaine-là, toi qui possèdes un R5, et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui se poseraient aujourd'hui la question peut-être du premier R5, qu'on trouve à des prix hyper intéressants, par rapport à ce R6 III en matière de gestion de l'exposition? Pour moi, déjà pour une comparaison générale, je trouve que ces deux boîtiers sont à un monde de différence d'un point de vue technologique, à part peut-être justement au niveau de la définition du capteur. Mais par exemple, depuis que j'ai le R6 III chez moi, je n'ai pas touché à mon R5, quoi. Et Ah ouais, pourtant qui était un fabuleux capteur. qui est un fabuleux capteur et qui est toujours. Mais au niveau des couleurs, pour le coup, je trouve qu'il y avait un petit peu une dérive magenta sur le R5. En tout cas, c'est quelque chose que je remarque pas du tout sur le R6 III, où les couleurs me semblent beaucoup plus proches du R3. En ce qui concerne l'exposition, j'ai toujours eu un petit peu du mal à exposer sur le R5. Je me retrouvais souvent avec des fichiers sous-exposés après coup, peut-être à cause de l'aperçu du viewfinder qui écrêtait un petit peu les hautes lumières. En tout cas, c'est ce qui est souvent revenu pour moi quand j'utilisais le R5, j'avais tendance à sous-exposer. Sur le R6 III, peut-être un petit peu plus que sur le R3. C'est peut-être la dynamique du viewfinder, je sais, pour le coup, je suis pas plus rentré dans les détails, mais en tout cas, ça reste quand même plus agréable et voilà. Jackie, tu veux peut-être nous éclairer sur cette histoire de petits trucs en plus, finalement, qu'on a la sensation d'avoir sur vos boîtiers Ultra Pro en termes de rendu d'image? Alors, la science de la couleur, c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois également subjectif. Hein. Chacun aime Bah oui. sa couleur et chaque marque a
sa signature. Nous, on est très fort sur les tons chers, des choses comme ça. Donc une lumière assez, je dirais pas chaude, mais les tons chers, on est très fort sur la subtilité. Sur le R1 et sur le R3, ce qu'on peut trouver, c'est que comme ils ont une très belle sensibilité, ça monte à 100 000 ISO, même 400 000 quand on l'étend. Et je pense que ça se retrouve également sur la science, enfin sur le rendu de l'image au niveau des fichiers. Ça, je pense, c'est le point principal qui explique cette petite différence de qualité de fichier qu'on retrouve, enfin qu'on a sur un R3 ou sur un R1 versus un R5 première génération, où là, on était sur des 45 millions de pixels. Et la sensibilité étant moindre, on avait moins de subtilité dans certaines teintes de couleurs. Après, il y a également, comme le dit Jean-Baptiste, il y a un vrai virage technologique. Le R5, c'était, on va dire, un très bon boîtier avec la première fois donc, on utilisait l'IA pour l'autofocus, mais l'ergonomie n'était pas encore tout à fait aboutie. Quand on repasse sur un R5 ou sur un R6 première génération, c'est un peu la même chose. Ben, l'ergonomie, enfin, l'intuitivité au niveau de la mise au point, elle n'est pas du tout la même. On va beaucoup plus loin sur un R3, sur un R1 ou maintenant sur un R6 Mark III que ce qu'on peut faire sur un R5. Et là, il y a une vraie grosse différence. Moi, quand j'utilise des produits, quand je reviens sur R5, ça m'arrive, ah ouais, Fais chier. c'est quand même mieux maintenant. Ah, mais c'est important d'entendre vos retours parce que sincèrement, la question se pose quoi. Sur le papier, je veux dire, si on regarde les prix, les specs, tu vois, on peut se dire, 45 millions, c'est quand même pas mal. L'autofocus, il est loin d'être vilain sur le premier R5. Le viseur était superbe. L'ergonomie, quand même, plus ou moins aboutie selon les goûts. Ouais. Donc, ouais. Après, si on fait le R5, hein, quelqu'un qui fait du studio, hein, qui travaille en RAW, qui a un process d'étalonnage, ça marche très très bien. Il n'y a pas de différence sensible entre le R5 première génération et R5.2 au niveau de l'image. La sensibilité est la même. Mais quelqu'un qui fait du reportage, qui est dans l'action, qui veut quelque chose de ultra polyvalent, très intuitif au niveau de l'ergonomie, de la mise au point en l'occurrence, faut quand même s'orienter sur du R6 Mark III ou R5 Mark II. Là, il ira plus loin. Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec Jackie et donc pendant longtemps, j'ai eu un R5 en 2e boîtier et quand je devais l'utiliser dans des conditions de terrain et de sport, par exemple, ça me coûtait un petit peu plus. J'étais là, bon, j'avais plus de mal à m'y retrouver en venant du R3, alors que là, j'ai eu exactement le cas de figure la semaine dernière où au final, j'utilisais mon R6 III en même temps que le R3 et je me sentais clairement à la maison, c'est-à-dire que j'avais pas l'impression d'avoir une sorte de downgrade quand je passais sur le R6 III. Au contraire, j'utilisais même le R6 III des fois quand j'avais besoin de plus de pixels et par exemple pour des photos produits, des choses comme ça, où je savais que j'avais besoin de définition et bah, c'était un régal d'utiliser le R6 III parce qu'il y a, justement toutes ces technologies qui vont traquer les objets et cetera et c'était pas du tout un boîtier de report parce que je voulais pas utiliser le R3, quoi. Jackie, j'ai la sensation que Canon ne cède pas trop à la tendance des filtres. Les filtres de rendu, hein, j'entends, hein. C'est pourtant une fonctionnalité qui est plutôt appréciée du public. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, par exemple, comment il est possible de faire de beaux noirs et blancs avec un boîtier comme le R6 III? Alors, effectivement, on n'avait pas l'habitude d'avoir ce type de rendu directement sur le boîtier. Mais cependant, sur le R6 III, on propose du rendu maintenant. Il y a un menu avec des couleurs et des virages de couleurs avec des sépia, des choses comme ça qui sont présents. Il y a une touche dédiée quand même, Voilà, il y a couleur, une- donc il vous y a- cédez un petit peu à la tendance. Voilà, donc c'est pour ça que je corrige gentiment Arthur, mais c'est la première fois qu'on franchit le pas, hein, et donc qu'on propose cette fonctionnalité de teinte et des variantes sur les couleurs. Effectivement, donc là, par le passé, on avait soit donc les images RAW avec les styles d'image, où là, on peut renforcer un peu certaines couleurs, avec des effets vivides sur le bleu, sur le vert, des choses comme ça, ou très neutres, ou du noir et blanc dans ce cas-là. Mais là, maintenant, effectivement, sur le R6 III, on a une touche couleur qui permet d'accéder en fonction du programme choisi à 3 sous-menus, soit donc les styles d'image, soit donc quand on est en photo, donc les filtres avec des virages sépia, teinte verte, teinte bleutée, des choses comme ça, un petit peu dans l'air du temps, on va dire. Et quand on est en vidéo, par contre, on a carrément également dans ce menu raccourci les logs qui apparaissent. Bon. Alors, 33 millions de pixels, il y a une question qui se pose, c'est les performances optiques finalement. Alors, j'ai pas trop d'inquiétude sur vos optiques sérielles, évidemment, mais est-ce que 33 millions de pixels, c'est en phase avec, par exemple, des optiques entrée de gamme, comme vous avez sorti récemment, ou même des optiques en monture EF? Alors, ouais, alors
toutes les optiques RF maintenant, la résolution de base permet d'atteindre cette définition sans difficulté. En plus, avec la monture intelligente, s'il y a un peu d'aberration chromatique, enfin des choses comme ça, c'est reconnu, et après c'est corrigé en interne. Donc c'est totalement transparent. Donc toute la gamme RF, hein, les 54 optiques du catalogue peuvent se monter sans restriction aucune sur du 32-33 millions de pixels. Les optiques EF, là, c'est une autre histoire. Il y a des vieilles optiques EF qui peuvent parfois manquer un peu de définition. Et en plus, comme elles ne sont pas corrigées directement en natif, il faudra passer par du traitement. Après, tout dépend également de ce qu'on veut faire. Si on fait du catalogue, de l'illustration, effectivement, on va demander une optique très définie, très résolue. Mais quand on est sur du portrait, hein, là, c'est un peu différent. On cherche une image plus douce. Maintenant, d'ailleurs, il y a un second marché des optiques avec des optiques qui sont recherchées par leur signature, hein, qui apporte un flair, enfin une sorte de, je sais pas, de flou, de vignettage sur les côtés. Donc ça, c'est des choses qui sont recherchées sur le marché de l'occasion. Mais toutes les équipes RF du catalogue, elles sont bonnes. Après, il y a une différence de douceur, hein. Par exemple, si on est sur une optique grand public, forcément, entre le 45 qu'on vient de sortir et le 51.2L, il y aura une différence de résolution sur les bords de l'image. Mais ce ne sera pas la même cible au niveau des photographes et des photos réalisées. D'un côté, on sera sur quelque chose de très doux pour du portrait, hein, donc vraiment quelque chose de très agréable pour photographier les gens. Et sur le 51.2, eh bien là, on pourra faire toujours le portrait avec la grande ouverture et le bokeh que ça apporte, mais également des photos, des beaux packshots, enfin des choses très résolues. On veut faire un catalogue et on veut quelque chose qui soit parfait. Donc là, on va se diriger vers ce type d'objectif. Mais si on veut faire un reportage avec quelque chose de léger, pour du grand public, avec ce côté esthétique qui est très recherché maintenant au niveau de l'ouverture, on pourra l'utiliser. Là, tu viens de le mentionner, on parle d'optique. Tu as parlé du 45 mm f1.2 STM, donc hors sériel, qui est sorti en même temps que le R6 III. Il n'a pas éclipsé le R6 III, bien sûr que non, mais il a beaucoup fait parler de lui, et à juste titre, parce qu'il est proposé un tarif absolument inattendu. Personne n'a vu venir ça, à 500 €. Tu peux nous en parler un petit peu, toi-même, comment tu l'as reçu, cette annonce-là? Alors, c'était la très grosse surprise, hein, même pour nous, hein. Alors, quand j'ai fait la tournée des présentations en amont du lancement chez nos principaux partenaires, hein, ils ont tous. Alors, j'avais un petit jeu avec eux, je leur demandais quel prix on allait le proposer. T'aimes bien faire ça, même avec la presse aussi. Ah, je l'ai fait à tout le monde, et comme tout le monde s'est trompé, à part Romuald, d'ailleurs, qui ne s'est pas trompé. Mais je soupçonne d'avoir eu quelques infos en amont, lui. Donc, ouais, c'est vraiment une très belle surprise. Et ça, c'est lié également à la monture RF, au fait qu'on est sur un tirage plus petit et que les formules optiques pour faire un 45, c'est beaucoup plus facile de le faire sur du RF, sur de l'hybride, que sur du réflexe. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais sur un réflexe, quand on est en dessous 50, enfin, il faut faire appel à du rétrofocus. Donc derrière, ça engendre forcément une formule plus compliquée, soit qui va être chère, soit il faudra faire des compromis. Sur du RF, on est sur un tirage court, et donc les formules optiques sont plus simples à réaliser en maintenant un niveau de qualité important. Et c'est ça qui permet d'avoir cette optique. Alors, on n'est pas sur des super verres spéciaux, les meilleurs traitements de la marque. On a quand Non, mais même enfin bon, à 500 €, une Voilà. ouverture à 1.2 en plein format. Voilà, la bon. formule, on est de tête sur 12 lentilles en 9 groupes, hein. On a une lentille asphérique quand même, on a un traitement Super Spectra, donc on a une belle qualité. Après, on n'a pas le SWC, on n'a pas des fluorides, des choses comme ça dans la formule, mais ça reste quand même une très belle optique, et ça va surtout permettre au plus grand nombre d'avoir accès à cette très grande ouverture, que ce soit pour de la photo ou du cinéma, enfin, ou de la vidéo, et où on va donner ce rendu esthétique qui est très cherché. Tu l'as testé, Jean-Baptiste? Non, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Par contre, moi-même, quand j'ai commencé la photo, un des premiers objectifs que j'ai acheté, c'était le 51.8. Et parce que les objectifs de kit permettent de faire beaucoup de choses, mais finalement, quand on veut se rapprocher d'un rendu entre guillemets professionnel, quand on commence, enfin moi c'est comme ça que ça résonnait à mes oreilles. Et il fallait pouvoir faire des photos dans des conditions de lumière un petit peu plus compliquées, avec des flous d'arrière-plan plus marqués. Et du coup, je pense que cette optique, pour un prix qui reste quand même raisonnable, permet, comme l'a dit Jackie, un aperçu du monde professionnel pour quelqu'un qui serait un petit peu plus amateur ou alors confirmé. Continuez dans cette direction, Jackie, c'est bien.
Ouais. Non, non, mais ça, Tout le monde ne peut pas mettre plusieurs milliers d'euros à chaque Non, puis à chaque achat d'objectif. on a suffisamment tancé Canon pour la non-ouverture de la monture RF, hein. Enfin, non-ouverture en plein format. Voilà. Mhm. C'est une Soyons manière clairs. de. Donc, C'est une réponse. c'est une belle réponse. Complètement. Complètement. Moins de 500 euros, un 1.2, c'est la première fois qu'on fait ça. Et c'est un super rendu, hein. Celui qui veut faire du portrait de famille ou même un petit reportage en basse lumière, en street photographie, des choses comme ça. Pour de l'instantané, c'est génial. Oui, puis les gens découvriront ce que c'est un vrai bokeh optique et non pas un bokeh généré par IA dans des téléphones. Certes. On continue à s'intéresser à la qualité d'image et en particulier aux performances de ce nouveau capteur. On a échangé avec la journaliste spécialisée Pascale Brites qui a pu tester ce nouveau boîtier. Elle nous parle donc de la montée ISO et de la dynamique offerte par le R6 III. Alors, j'ai pu prendre en main un modèle de pré-série et je n'ai pas encore terminé mes tests puisque tant que le modèle n'est pas définitif, il peut y avoir des changements et donc on ne tire pas de conclusion sur les qualités d'image et surtout on publie pas d'images qu'on fait avec des modèles de pré-série. Néanmoins, le fait de prendre en main un modèle quasiment définitif permet d'avoir déjà quelques idées sur les performances de l'appareil. Et puis, il y a aussi une chose qui est importante, c'est ces fiches techniques et ce qu'on voit qui a changé lié au changement de capteur. Le fait de passer d'une définition de 24 millions de pixels à 32 millions de pixels a de l'avantage de permettre un recadrage plus important, des tirages de plus grande dimension, d'ouvrir à la vidéo 7K, ce qui a une importance en vidéo, pas forcément pour la publication, mais vraiment pour la post-prod, de pouvoir refaire des légers recadrages, d'avoir plus de latitude. En revanche, ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça a diminué la plage de sensibilité accessible sur l'appareil. Sur le R6 Mark II, de mémoire, on allait jusqu'à 102 000 ISO dans la plage native. On va être à 64 000 aujourd'hui et passer à 102 000 ISO sur la plage étendue, alors qu'on était à plus de 200 000 sur le précédent. Donc on voit bien que déjà, dans les données techniques de l'appareil, Canon va avoir limité cette plage de sensibilité parce que le changement de définition du capteur a une incidence. Après, quand on le voit en termes de bruit sur les images, il est vrai qu'il y a moi, de ce que j'ai pu voir jusqu'à 3002, 6004, il y a aucun problème. Ensuite, on a un bruit qui est un peu présent. Mais ce que je vois aussi, c'est que bon, sur les JPEG, toutes les marques ont un lissage qui est assez important et c'est problématique parce qu'on va perdre du détail. Et quand on a le temps de faire des fichiers RAW, même sur des boîtiers qui ont un bruit qui est un petit peu important, on arrive à récupérer énormément de choses aujourd'hui avec des bons logiciels. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire dans mes premiers tests en me disant: «Est-ce que vraiment, au final, une fois qu'on a bien traité ces fichiers, est-ce que cette différence, elle est très visible et elle est pas hyper visible après?» Après bon, il n'empêche que ce serait mieux, que ce soit nativement meilleur et puis il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de photographes qui ne peuvent pas faire du RAW et qui sont dans des productions, qui sont plus rapides, qui demandent des envois immédiats. Mais, est-ce que ces photographes-là sont pas des photographes qui, ont un flux de travail plus rapide parce qu'ils font du web et auquel cas la différence, elle sera absolument pas visible si l'image elle est pas exploitée dans sa pleine définition. L'autre chose, c'est, par rapport à la dynamique. Moi, j'ai pas constaté un problème de dynamique qui serait lié à l'augmentation de la définition. On reste sur une dynamique qui est assez, raisonnable. J'ai pu le tester parce que, par exemple, j'ai fait du cheval, dans un manège et c'est intéressant parce que tu es à l'intérieur du manège, c'est hyper sombre et puis tu as quand même les portes ouvertes, les fenêtres, enfin, là, tu as des très, très forts contrastes sur ta scène et moi, j'ai réussi à venir en commençant à travailler un petit peu des fichiers RAW, à récupérer, des informations très correctes, dans les basses lumières et dans les hautes lumières et ça m'a pas, pour l'instant, ça ne m'a pas choquée et je trouve que c'est assez, prometteur. Je suis toujours partagée sur cette histoire de haute définition. Il y a des photographes qui ont vraiment besoin de haute définition et c'est une super nouvelle pour eux parce que je pense que les 24 millions de pixels limitaient certains des boîtiers, Canon. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de monde pour qui, 24 suffisent. Euh, Jackie, plus de pixels égale pixels plus petits égale ISO moins élevé. Oui, ça c'est mécanique, hein, le rapport signal-bruit, enfin c'est physique, mathématique même. Mais cela étant dit, ça reste quand même une belle sensibilité puisque comme il a une définition qui est située entre le R6 II et le R5, il est à 64 000 ISO. Donc c'est tout à fait,
tout à fait intéressant pour ce type de boîtier. Après, on a optimisé également le rendu pour des fichiers jusqu'à 6004, 12008, où on peut normalement se passer de l'étape retouche et débruitage. Donc c'est vraiment pour moi un juste milieu également au niveau de la sensibilité. Puis elle se situe entre le R5 Mark II ou R5 première génération et le R6 qui lui va à 100 000 ISO. Hein, et donc il a toute sa place. Quelqu'un qui est vraiment à la recherche de la sensibilité, qui fait du reportage de nuit, street photographie dans des milieux très compliqués, bah, il pourra encore utiliser un R6 II qui aura toute sa place et ce sera un choix pertinent. Mais le R6 III, lui, c'est entre les deux. Donc c'est très polyvalent. Ça marche également pour ce type de reportage. Toi, JB, sur le terrain, tu l'as poussé jusqu'où dans ce domaine-là? Il me semble que j'ai fait des photos jusqu'à 12 800 ISO les 2 jours de shooting. Et moi, mais en fait, même si c'est pas des fois de nuit, le fait d'avoir un sujet qui est extrêmement rapide devant l'objectif m'oblige dans un premier temps à utiliser des optiques lumineuses, mais aussi du coup, bah, d'avoir une montée en ISO qui reste correcte. Et pendant le shooting, on avait shooté en RAW plus JPEG. Ça m'a permis aussi de voir le traitement appliqué bah, en interne à l'appareil des images. Et je dois dire que j'ai pas forcément regardé au-dessus, mais en tout cas, j'ai fait des images à 8000 ISO du coup du cycliste qui passait vraiment juste devant moi très rapidement. Il faisait encore jour, mais je devais shooter à un 4 millième de seconde. C'était vraiment, on avait un angle où il fallait vraiment figer beaucoup l'action. Et les images étaient vraiment nickel. En tout cas, les JPEG étaient super propres. Donc j'étais quand même bien impressionné là-dessus, surtout venant d'un R3 qui est quand même une des références dans le domaine. Ouais. En plus, Jean-Baptiste, il a une signature visuelle. Il aime bien travailler soit au coucher du soleil, Ouais. à l'heure Ouais. bleue ou très tôt le matin. Si vous regardez ces images, il y a souvent une sorte de contre-jour, mais à la tombée de la nuit. Donc c'est une technique, c'est une signature, mais c'est une technique très particulière où vraiment il pousse le produit dans ses retranchements. C'est très belles images et ça, je le remercie de faire ce type d'image avec un produit comme le R6 III ou le R3, bien sûr. Mais c'est un vrai test pour un type de produit comme ça. Il aime bien les volcans en fusion aussi. Il Ça fait m'est plein de arrivé choses comme quelques ça. fois, ouais. Bon, pour terminer, on va également évoquer le volet vidéo du R6 III, un domaine sur lequel il y a beaucoup d'évolutions par rapport au R6 II, si bien que bah, ce nouveau boîtier, il ressemble à s'y méprendre à l'EOS C50, la dernière née de la gamme cinéma de Canon. On écoute Cédric Martin, chef de produit vidéo chez Canon France, nous expliquer la différence entre ces deux produits. En effet, le R6 III et la C50 disposent du même capteur. Donc on est sur le capteur 32,5 millions de pixels avec possibilité d'enregistrer en 7K 60p en open gate jusqu'à 7K 30p. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu les fiches techniques, on peut être assez étonné du fait que les deux boîtiers proposent des specs quand même similaires. Mais c'est vrai que Canon fait le choix de segmenter ces deux produits au niveau de l'usage. La C50, donc, qui est sur la gamme EOS Cinema, elle est vraiment à destination des utilisateurs professionnels qui veulent s'inclure dans un workflow professionnel. Et la C50 dispose quand même de spécificités très intéressantes que ne dispose pas l'EOS R6 Mark III en termes de pilotage de boîtier à distance, par exemple, avec le protocole XC, et aussi de fonctionnalités en fait au niveau de l'usage des ISO. Sur l'EOS C50 et sur le menu Cinema EOS, on a la possibilité de pouvoir manipuler le choix des bases ISO, chose qui n'est pas disponible sur le R6 Mark III. Après, le R6 Mark III propose en vidéo, on va dire quand même 95% des choses de la C50. C'est juste que d'un point de vue utilisation, on va être moins orienté vers les professionnels, ne serait-ce que pour l'ergonomie. Le R6 Mark III dispose de boutons assignables, mais on est sur 14 boutons assignables sur les OC50. Donc, c'est vraiment en termes d'usage qu'il va y avoir des différences. Sur les OCR6 Mark III, on va être aussi sur des utilisateurs qui vont être plus orientés photo, mais qui vont vouloir quand même faire des vidéos de très haute qualité. Quand sur les C50, on est vraiment sur des utilisateurs qui font de la vidéo et il y a un mode photo qui leur permet quand même de faire des photos dans leur workflow si besoin en termes de prestations. Mais c'est vrai que l'un est plus axé usage vidéo quand l'autre est plus axé usage photo.
Bon, c'est quand même un peu étonnant comme positionnement et c'est tant mieux d'une certaine façon pour le R6 III. Tu peux revenir sur les principales caractéristiques vidéo de ce boîtier, Jackie? J'ai quand même la sensation que vous avez fait quasiment all-in là. Alors, en vidéo, effectivement, il y a, pour la première fois sur un hybride, hein, sur une caméra, ça a été le cas sur la C50, puisqu'on reprend des caractéristiques de cette caméra, bah, on va proposer de l'OpenGate et de l'OpenGate en 7K. Donc en 7K 30p en RAW ou 7K 60p mais en RAW Light dans ce cas-là. Donc vraiment des caractéristiques très 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 pointues qui peuvent adresser des gens qui font de la vidéo. Et donc l'OpenGate, c'est cette capacité à filmer sur toute la surface du capteur. En plus, on a mis des outils qu'on appelle par exemple des marqueurs d'aspect. Donc, on va filmer donc, en 7K sur tout le capteur. Et derrière, à l'export, en plus, on met les marqueurs d'aspect, par exemple YouTube ou Instagram ou TikTok. Et donc, on va savoir l'export possible. Donc, derrière, on pourra faire un export YouTube, un export cinéma, si on le veut, ou un export vertical pour adresser les réseaux sociaux verticaux. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté, l'OpenGate, cette capacité à pouvoir filmer et derrière d'avoir l'export adapté à chaque situation. Et donc une très grande polyvalence. Et également, comme on est sur un nouveau capteur, le 7K. Donc le 7K, donc ça permet, sur lui qui ne fait pas de 7K, de recadrer au cas où l'image dans ce 7K, mais également faire des fichiers images en 4K, 60p, suréchantillonnés. Donc là, on va utiliser tous les pixels pour optimiser le rendement du 4K pour qu'il soit super défini, qu'il n'y ait pas de moirage, des choses comme ça. On peut faire également du 4K 120p, mais dans ce cas-là, on ne sera plus en suréchantillonnage, on sera plutôt classique. On intègre également le Log 2. Jusqu'à présent, nos boîtiers hybrides dans cette gamme-là, on s'arrêtait au Log 3, qui était plutôt facile à utiliser. Là, le Log 2 va permettre de repousser encore les limites de la dynamique. On va monter à 15,5, donc une capacité d'étalonnage beaucoup plus puissante que ce qu'il y avait sur un R6 II, par exemple. Et on va avoir des caractéristiques qui sont très proches de la C50. Après, la C50, c'est vraiment un usage pour un jeune réalisateur vidéo. C'est une caméra qui va s'accessoriser avec plein de choses autour, des stabs, des choses comme ça. Au niveau du son, on a des prises XLR qui sont intégrées, des choses comme ça. La prise en main avec une poignée est bien différente. Donc, ça, c'est, comme le disait Cédric, on segmente par l'usage. Les caractéristiques sont proches, mais d'un côté, c'est un boîtier polyvalent mixte qui fait de la photo et de la vidéo. De l'autre côté, c'est un boîtier qui fait de la vidéo. Enfin, c'est une caméra qui fait de la vidéo et qui s'intègre dans un workflow, donc dans un flux de création vidéo de A à Z. C'est un peu différent. Si vous faites de la polyvalence, ce sera R6 III. Si vous faites des petites fictions, de la pub, des choses comme ça, et que vous rentrez dans le monde de la vidéo professionnelle, il faudra s'orienter sur la C50. C'est bien différent du R6 Mark III qui fait les deux. Et la C50 également, donc, elle a une caractéristique, elle est ventilée, donc elle a un refroidissement actif. Si on fait une interview, par exemple pendant un podcast de 2 heures, on pourra le faire avec la C50, ce qui n'est pas le cas sur un R6 Mark III qui, lui, n'est pas ventilé, même s'il a une dissipation passive très optimisée. Ce n'est pas la même chose que sur la C50. Par contre, au niveau de l'ergonomie, tu l'as cité tout à l'heure, il y a une lampe Tally Ouais. sur le R6 Mark III. Tu peux nous dire à quoi ça sert? Alors, lampe Tally, c'est un outil également professionnel. Quand vous avez plusieurs caméras, vous savez, pour savoir quelle caméra tourne et quelle caméra regarder, ou quand vous êtes en solo, parfois on oublie d'appuyer sur Rec et là Ouais. on parle, on pense enregistrer et malheureusement, il n'y a rien sur la carte et donc il faut tout recommencer. La lampe Tally, c'est un outil qui permet de savoir la caméra tourne ou quelle caméra tourne quand on est sur un studio à plusieurs caméras. Et il y a un petit sujet là qui est quand même monté sur Internet vis-à-vis de la surchauffe présumée du R6 III. Est-ce que tu peux revenir un petit peu Alors, dans le détail là-dessus? pour moi, il y a pas de sujet sur cette surchauffe. Quand on fait de la 4K 60p suréchantillonnée ou de la 7K RAW, donc quand on est vraiment avec toutes les ressources du boîtier, effectivement, il y a une limite d'enregistrement qui tourne autour de 25 minutes avant que ça, on a des conseils la caméra s'arrête. Mais c'est pas une caméra qui est faite pour faire une interview en 7K d'1 heure, hein. Si on veut faire ça, et on utilise une vraie caméra comme la C50. On peut faire de la 4K 60p classique jusqu'à plus d'1 heure, mais quand on utilise au maximum des ressources 25 minutes, c'est énorme. Regardez les rushs dans une petite fiction, dans une pub, dans tout ce qui est vidéo actuellement, une séquence, c'est rarement au-dessus de 30 secondes. C'est très rare. On ne fait pas des
des plans séquences avec un R6.3 de 40 minutes. Ça n'existe pas. L'utilisation à long terme, c'est souvent sur l'interview, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, c'est d'ailleurs très rare qu'on fait du 7K parce que c'est pas utile, hein. Sur une interview, on se met en 4K, on fait un 4K 60p, on n'est pas dans la recherche de l'esthétisme. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de débat pour moi. Effectivement, il y a quelques tests qui sont parus. Et d'ailleurs, moi, je dis 25 minutes. On s'aperçoit, c'est plutôt une demi-heure de tournage. Ça dépend bien sûr des conditions de température extérieure. Mais pour moi, c'est vraiment pas un débat. Et pour faire un petit court-métrage, une petite fiction, de la pub, du corporate, ça marche très très bien. Est-ce que ça pourrait être lié au support d'enregistrement? Parce que désormais, on peut enregistrer en CF Express. On connaît la tendance des CF Express à chauffer très vite. En plus, bon, on ne peut pas enregistrer via un enregistreur SSD sur ce boîtier-là. Non. Est-ce que tu crois que ça peut être une cause? Non, pas Je sais pas. forcément, hein. C'est vrai que les CF Express, elles ont tendance à chauffer. Là, on l'a quand même on le sait maintenant depuis un certain temps, hein, depuis l'usage de ces cartes. Elles chauffent plus que les autres parce qu'il y a beaucoup de ressources et de vitesse d'écriture. Mais c'est pas ça qui va influencer. On a étudié la dissipation thermique justement pour dégager cette chaleur. Et c'est pas, cette limitation d'enregistrement n'est pas liée à ça. Mais je le redis, pour moi, c'est pas un débat. 25 minutes sur un 7 carreaux ou un 7K 60p sur échantillonné, c'est énorme et c'est très rare de tourner comme ça. En tout cas, pas sur une séquence. Sur une interview, faire du 4K en 25p sur 2 heures, pas de souci, il va le faire, hein. Il y a pas de souci. Mais vous faites pas une séquence en ultra haute définition à 120 images par seconde sur 30 sur une demi-heure. Un ralenti, ça n'existe pas, ça. Jean-Baptiste, tu fais aussi de la vidéo dans ton travail. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'un boîtier dans ce domaine? Alors, je fais aussi de la vidéo. Il se trouve que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai eu une période où j'en faisais pas mal. Et donc, je peux quand même donner mon avis là-dessus, même si au final, bah, j'ai peut-être pas autant d'expérience actuelle, en tout cas, que d'autres gens. Mais ce qui est sûr, c'est que j'attends, en tout cas, pour moi qui suis justement principalement photographe, j'attends ben, voilà, qu'un appareil photo ait des specs de caméra finalement. Et c'est là où, comme disait Jackie, il va y avoir la C50 pour les gens qui font que ça. Et pour moi, par exemple, un boîtier comme le R3 ou comme le R6.3, qui vont avoir des capacités vidéo professionnelles. En tout cas, c'est là où si un jour un client me demande, on a un shooting photo, mais on n'a pas forcément besoin d'une grosse vidéo, mais juste quelques clips ou quelques petites séquences vidéo ou un mini montage en parallèle, c'est quelque chose que je vais être capable de faire avec un appareil comme celui-là. Heu, donc ça va être un outil qui va être ultra polyvalent et en tout cas, qui pourrait tout à fait subvenir à mes besoins, actuels. Bon, écoutez, on va conclure là-dessus. On a fait un très beau tour du propriétaire de ce nouveau boîtier, le R6.3. Merci Jackie, merci Jean-Baptiste pour toutes vos explications. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Jackie Carré de Canon France qui est accompagné du photographe Jean-Baptiste Lyotard pour cette émission spéciale consacrée au nouveau EOS R6 Mark III. Jackie, Jean-Baptiste, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jackie. À quel point le R6 III est un appareil hautement important pour Canon? C'est le cœur de la gamme. C'est l'équilibre parfait entre la définition, la sensibilité, la vitesse. Donc, c'est un produit qui sait tout faire et qui sait tout faire et bien le faire. Donc, c'est un produit qui pourra s'adapter à tous les types de prise de vue, de l'action comme Jean-Baptiste, à la photo de reportage, au mariage, à l'animalier. Donc, c'est vraiment l'équilibre parfait entre ces critères que sont la définition, la sensibilité et la vitesse. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut revenir sur les performances en rafale sur le terrain? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un boîtier qui a une vitesse qui est extrêmement rapide, même plus rapide que sur un R3 par exemple, que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est un nombre d'images qui est, en tout cas pour mon usage, largement suffisant, mais qui permet quand même d'arriver à avoir des détails qu'on n'a pas sur 20 images secondes, voire 30 images secondes, et qui permet de décider, en tout cas lors de la photo d'action, d'un moment très précis et du bon moment qu'on pense avoir raté, par exemple, quand on a un petit peu moins d'images par seconde.
Jackie, quelles sont les différences niveau autofocus entre un R6 III et les R5 II et R1 qui intègrent, eux, la puce Digic Accelerator? Alors, il n'y a pas de priorité à l'action sur le R6 Mark III. Donc, dans les sports collectifs, on va dire qu'il y a une vraie différence sensible entre R5 II et R1, qui ont vraiment un algorithme différent. Et également, sur les autres sports, ce sera beaucoup moins sensible. C'est un petit peu plus accroché. Mais c'est surtout au niveau des sports collectifs où là, il y a une puce dédiée qui va analyser le déplacement des joueurs et du ballon et associer les deux. Mais en dehors de ça, la différence ne sera pas si sensible. JB, tu as l'habitude d'utiliser un R3 qui a 24 millions. Est-ce que le fait d'avoir un boîtier de 33, c'est un vrai gain ou c'est vraiment mineur? Non, c'est un vrai gain pour le coup. Et pour des tas de photos, par exemple, que je pense peut-être destinées plus à l'impression, ou alors si j'ai une optique un poil courte, que je sais pas, je suis parti courir sur une crête et que j'ai pris qu'un 70-200, mais qu'il faudrait une photo un poil plus zoomée, bah, c'est des moments où on se dit, ah bah là, d'avoir plus de pixels, c'est un vrai gain. Et parce que quand on commence à cropper dans 24 mégapixels, il reste vite plus grand-chose. Je suis pas quelqu'un qui croppe énormément ses images, mais d'avoir 32, c'est un atout indéniable dans beaucoup de situations. Jackie, quelles sont les différences côté vidéo entre un R6 III et la C50 de Canon? Alors, la grosse différence, c'est l'ergonomie et la ventilation active sur la C50, qui permet donc, avec un ventilateur, de rafraîchir le capteur et de travailler beaucoup plus longtemps. Typiquement, sur une interview de 2 heures, vous n'aurez pas de chauffe sur une C50, alors que sur un R6, alors quand on est sur l'interview, on ne fait pas forcément du 7K, mais c'est au niveau de l'ergonomie et du refroidissement actif qu'il y a une différence entre les deux caméras et la prise en main. Et à contrario, du coup, qu'est-ce qui est commun entre ces deux modèles? Alors, bah, les qualités vidéo produites, elles sont les mêmes. On est sur de l'OpenGate en 7K, avec des codecs qui sont similaires, du RAW, du RAW-Lite et de l'XF AVC, XF HEVC également, Log 2. Donc, on est très proche au niveau des codecs utilisés, mais l'ergonomie, l'usage, l'utilisation est bien différente. Jackie, on en a parlé durant l'émission. Il y a une optique qui a été annoncée en même temps que le R6 III, un petit peu un one more thing de Steve Jobs lors de ses confs, le truc qu'on n'attendait pas. Le prix, il est assez dingue, c'est réel. Ah oui, oui, on est bien sous les 500 € pour ce 45 mm 1.2 et qui va permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce côté esthétique de la très grande ouverture ou de la photo en basse lumière, mais surtout le côté esthétique avec une focale de reportage, un 45 mm. En plus, c'est la focale qui va reproduire ce qu'on voit. C'est vraiment la focale standard par excellence. Hein. Ça clôt le débat entre les partisans du 35 et du 50. C'est la perfection, cette optique. Voilà. Donc, Elle a tout pour elle. Voilà, elle a tout pour Alors, elle. non, elle est quand même un petit peu encombrante si on pinaille. Et c'est vrai qu'en réflexe, il y avait un petit pancake 40 mm du coup qui clôt le débat, pour le coup, entre le 35 et le 50, qui était fort sympathique. Ouais, Mais, mais voilà. je crois Mais j'avais envie de pinailler. L'ouverture, c'était 2, je crois. Donc, c'est un Oui, peu tout à différent. fait, tout à fait. Pour terminer, Jackie, quid du prix des kits et surtout de la disponibilité du boîtier pour les fêtes de fin d'année? Alors, le prix de ce boîtier, donc c'est le même prix que le R6 II à sa sortie, c'est 2 899 €. Il est en vente depuis le 20 novembre, pardon, chez tous nos revendeurs, spécialistes ou donc des magasins spécialisés photo, on va dire. Il est plutôt disponible, hein, donc j'invite tout le monde à se rendre en magasin pour se renseigner sur le sujet, le tester également. Et il est disponible donc en boîtier nu à 2 899 €. Et il y a également 2 kits disponibles qui sont le kit avec un RF2405 F4L IS USM et un autre 2405 F45 71 IS STM, cette fois-ci plus grand public. Donc 2 kits plus le boîtier nu et maintenant tout cela est disponible depuis fin novembre. Merci Jackie, merci Jean-Baptiste. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Jackie, Jean-Baptiste, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qui vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne? Oui, c'est tout bon. Alors on y va, Jackie, elle est pour toi. La première, elle nous vient de Yvon de Chaud. J'ai un R6 et
un R6 II. Pourquoi devrais-je passer au R6 III? Alors, la première réponse, c'est pour la définition. Donc là, on passe, on avait un petit gap de 20 à 24, là, on passe à 32 millions de pixels. Si vous êtes un photographe animalier ou sportif, et si vous avez besoin un peu de recadrage, parce que vous n'avez pas l'optique adéquate sur une situation, eh bien, les 32 millions de pixels font vraiment la différence. Et également la vidéo, bien sûr, si vous faites un peu de vidéo, puisque l'open gate en 7K, c'est quand même une caractéristique très forte et qu'on peut mettre en avant également. Oui, et puis si vous êtes équipé d'un R6 et d'un R6 II, je ne vois pas pourquoi vous n'iriez pas Ah bah oui, sur le R6 III, c'est une suite logique. ce qui est la logique implacable. Ok, deuxième question pour toi, Jean-Baptiste, qui nous vient de Voodoo Child. Qu'est-ce que tu conseillerais entre un R3 et un R6 III? C'est une question qui est compliquée. Je dirais que ça dépend vraiment du domaine dans lequel on pratique la photographie. Même moi, à l'usage sur le terrain, bon, c'est une hésitation. Je pense que pour tout ce qui est basse lumière et conditions compliquées de météo, tout ça, je suis allé faire un shooting l'autre jour dans une espèce de tempête de neige. J'ai pris le R3. Voilà, je pense que c'est vraiment un usage dédié, mais le R6 III est quand même très capable. Donc voilà, si on a besoin de définition, en tout cas, le R6 III est très bien. Bon, troisième question pour toi, Jackie, qui nous vient de, accroche-toi, Damien Bernal. Est-ce que vous avez peur du nouveau Sony Alpha 7 IV? Non, on n'a pas peur. Moi, j'ai pas peur du tout du Alpha 7 V. Le R6 Mark II se comportait très bien en face de l'Alpha 7 IV. Donc là, nous, il y a vraiment un vrai gap entre le R6 Mark II et le R6 Mark III au niveau de la définition, de la sensibilité. Enfin, pas la sensibilité, mais de la vidéo. Donc on verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais non, j'ai pas peur parce qu'on a fait vraiment un gros effort au niveau des caractéristiques. Il y a beaucoup d'évolutions et très sensible. C'est un beau duel de poids lourds en tout cas. Hein. Ouais, armes égales. Hein, ce segment, Ouais. que ça soit Canon et Sony, mais faut pas oublier Nikon, faut pas oublier Lumix. Tout ça est très stimulant, je trouve. C'est cool. Très, très cool. Quatrième question et dernière, et avant-dernière question, toujours pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Romain Natier. Et on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà abordé. Surchauffe ou pas surchauffe? Pas de surchauffe pour un usage classique. Je pense qu'il faut rentrer un peu dans les détails. Est-ce qu'on connaît les histoires, on se rappelle de ce qui s'était passé à l'époque Du R5. du R5. Il y a eu un espèce de buzz à moitié éteint sur Internet. Je pense que les gens vont vraiment se poser la question. Il faut un peu insister là-dessus. Alors là, il n'y a pas de débat. Comme je vous l'ai dit, quand on fait du 7K en 30p ou du 4K 60p suréchantillonné, donc du 7K en vérité, on va avoir une limite d'enregistrement aux alentours de 25 minutes, ce qui est énorme. Hein, n'oubliez pas que 25 minutes, c'est un rush qui est très très long et que dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne fait pas des rushs de ce temps-là. La captation longue, même un plan séquence, ça n'arrive pas à faire 25 minutes, ça n'arrive jamais. Les captations longues se font uniquement sur de l'interview, du reportage un petit peu dans ce genre. Et c'est pas sa vocation au R6 de faire un reportage 100% vidéo. C'est une... Au R6 III. Bah, T'as dit R6 R6 III, ouais, mais bon, voilà. R6 III, effectivement, c'est un boîtier polyvalent photo-vidéo qui fait des petites fictions, des courts-métrages, du behind the scene, une caméra B qu'on appelle, des choses comme ça. Mais c'est pas une caméra pour faire une interview sur un plateau. C'est pas une caméra qu'on va utiliser pour faire ce type d'usage. Il y a des caméras qui sont dédiées à ça et qui sont ventilées, donc avec un refroidissement actif, comme la C50 ou d'autres caméras chez nous, comme la C80. Le R6 Mark III, c'est un boîtier polyvalent qui fait très bien la vidéo avec des caractéristiques qui sont issues du monde de la vidéo, mais qui a une limite au niveau de l'usage sur le long terme quand on le pousse dans ses retranchements, donc sur la 4K suréchantillonnée en l'occurrence en 60p par exemple. Là effectivement, on ne pourra pas tourner 45 minutes de rush en direct. Ça c'est normal, mais pour moi, ce n'est pas un problème. 25 minutes, je vous dis, hein, c'est déjà beaucoup. Les tests qu'on voit actuellement, c'est plutôt d'ailleurs proche des 30 minutes. Qui fait une séquence, un plan séquence de 30 minutes en 7K ou en 4K 60p.
Bah, très peu de Christopher personnes. Nolan. Mais je pense pas que On n'est Christopher pas tous Christopher Nolan non Ouais, plus. et là, c'est un autre métier. Et je pense que Christopher Nolan, il n'est pas sur de l'hybride. Il est crois sur pas. une vraie caméra. Bon, on a dépassé les 30 secondes, mais c'était important de bien clarifier ce point-là. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question adressée à tous les deux naturellement, et on va commencer avec toi, Jean-Baptiste. Si tu ne devais conserver qu'une seule focale jusqu'à la fin de ta carrière photo, ce serait laquelle et pourquoi? Ce serait certainement le 35 mm. Je pense que c'est une focale qui est vraiment passe-partout. On peut faire du portrait. Quand je dis portrait, j'entends surtout portrait un petit peu plan américain, des choses même de plein pied. Pour moi, c'est une focale qui permet vraiment de raconter des histoires, qui permet d'avoir des sujets dans leur environnement, mais qui permet aussi de faire simplement du paysage, parce qu'elle est quand même un petit peu grand angle. C'est pas une focale qui va être trop fermée en termes d'angle de vue. Donc, je trouve que c'est très polyvalent. Jackie, je te retourne la question. Alors, il a pris ma réponse, hein, c'est ma focale préférée de 35. Dans ce cas, je vais changer. Bien, moi, je prendrais un petit transstandard lumineux. On a sorti l'an passé un RF 2810 2.8. Et donc, on a. Vous êtes sages tous les deux, là, dis donc. Donc, on a assez. Alors, mais c'est ultra pratique. C'est pas très encombrant. Donc, ça, c'est important de pouvoir le transporter. Ça a une belle ouverture, 2.8. C'est accessible au niveau du prix. Et ça donne un peu. Ça a côté le rendu esthétique du 2.8 et la polyvalence du. Donc, moi, j'ai. Mais sinon, le 35, pour moi, c'est la focale rêvée. Ça reproduit ce que je vois, ça donne de l'information, ça fait du portrait, comme dit Jean-Baptiste, mais également, ça donne le contexte de la photo. Un 50, ça sert déjà un petit peu. Sans trop déformer. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Bon, ça roule, allez, on conclut là-dessus. C'est désormais la fin de cette émission. Jackie, Jean-Baptiste, merci d'être venu parler à nos micros de ce nouveau boîtier, le Canon EOS R6 Mark III. C'est le moment des actualités. Jackie, en ce qui concerne Canon, est-ce qu'il y a des choses à mentionner sur, je sais pas, des choses qui risquent de se passer d'ici à la fin de l'année? Alors, pas forcément un nouveau produit, parce que tu dis jamais rien de toute façon, mais je sais pas, des salons, des événements, des offres promotionnelles, des workshops, des masterclass, on t'écoute. Ah là, ça va être plutôt la trêve des confiseurs, je dirais. Tout le monde est épuisé. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai qu'il n'y a rien eu ces derniers mois. Donc, très très chargé l'actu depuis la rentrée, hein, entre la C50, le salon les différents salons, et le lancement du R6 Mark III qui était très important pour nous. Là, on sort du Black Friday, c'est encore les derniers jours. Donc, on va dire que c'était ultra dense et que mi-décembre, fin décembre, là, début de l'année, c'est vraiment la trêve des confiseurs pour nous. C'est un moment où on va essayer de se poser et on va voir comment tout ça se déroule. Non, maintenant, c'est un petit peu de calme après la tempête de cet automne. Bon, parfait. Et toi, Jean-Baptiste, quelle est ton actualité en ce moment? Écoute, déjà l'actualité précise, c'est que là je suis à l'île de la Réunion, donc pour des vacances et faire quelques photos aussi. Et ensuite j'ai une expo qui va être à Annecy en début d'année, là sur le mois de janvier. Et l'année 2026, écoute, je vais essayer je travaille actuellement sur une série Behind the Scene, donc filmée par mes soins, on va dire. Et l'idée c'est d'avoir une récurrence assez marquée, et de montrer un petit peu ce que je fais et comment je fais des images, un petit peu à l'image de ce qu'on a fait pour la campagne du R6 III, mais avec un point de vue un petit peu plus personnel. Et sinon, on continue à faire des photos, bien sûr, du sport, mais pas que. Voilà, moi j'essaye de travailler dans des domaines qui varient de plus en plus, et c'est là où je prends aussi beaucoup de plaisir, donc on continue sur cette lancée. Bon, nickel. Merci une nouvelle fois encore à vous deux. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au Canon EOS R6 Mark III. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une nouvelle émission Back to School consacrée à l'exposition d'une image en présence du journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomez. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.
C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.